D'accord. Dans votre livre, vous utilisez les métaphores du réveil du tsar et de la décadence de Jupiter. Pouvez-vous expliquer ces métaphores et comment elles s'appliquent à la situation géopolitique actuelle en Afrique? Oui, effectivement, du coup, lorsque je parle de ces métaphores-là, notamment lorsque je parle de Jupiter, donc Jupiter, pour moi, j'ai fait allusion un peu à la mythologie, parce que comme on voit, Jupiter, c'est les pouvoirs, effectivement, du coup, la verticalité du pouvoir. Et ici, pour moi, j'ai voulu symboliser Jupiter par les pouvoirs, effectivement, du coup, de l'Occident. Les réveils du tsar, pour ça, bon, comme on dit tsar, donc on sait bien qu'on parle plutôt de Moscou et de l'ex-URSS. Donc, je me suis posé une question que beaucoup de spécialistes ont déjà évoquée dans les temps, notamment l'équilibre mondial sur le plan de la géopolitique. Nous avons connu tous la guerre froide. La guerre froide, on avait des blocs qui se faisaient la guerre à travers d'autres États. À l'époque, on avait ce qu'on appelait à l'époque l'ex-URSS, qui avait des États aussi à côté qui finançaient sa politique sur le communisme et sur le socialisme. De l'autre côté, on avait les États-Unis qui dirigeaient par les blocs qu'on appelait les blocs capitalistes. Bon, il y a plusieurs, au bloc libéral, il y a plusieurs noms sur ces blocs-là. Donc, tous ces États, ces deux blocs se faisaient la course, notamment à l'armement, à l'équilibre des puissances et à la recherche de qui est plus puissant, qui va dominer sur l'autre. Alors, du coup, cette course à l'idéologie de pouvoir dominer sur l'autre a fait que chaque bloc voulait effectivement se positionner pour avoir plus de puissance vis-à-vis à l'autre. Alors, comme si pour rappeler effectivement du coup à nos lecteurs et aux lectrices, en fait, en relations internationales, notamment lorsqu'il y a une guerre, les vraies raisons des guerres, on ne l'évoque jamais. Mais très souvent, c'est la recherche de la puissance, donc la défense de l'intérêt national. Chaque État, pour sa survie, cherche toujours effectivement du coup à pouvoir brandir effectivement du coup sa position de dominant vis-à-vis à l'autre. Donc du coup, maintenant, ici, on a vu que depuis les années 1990, à la fin enfin, à la chute de la bloc des murs de Berlin, on a assisté à la dislocation de l'ex-URSS et à son démembrement. Donc, on a eu beaucoup des États qui faisaient partie de l'ex-URSS se retrouvent maintenant actuellement euh, de l'OTAN. Il faut savoir aussi un petit rappel historique qu'à l'époque, on avait eu, cette puissance a été exercée par des organisations puissantes à l'époque. On avait les pactes de Varsovie, qui étaient dirigés par Moscou. On avait aussi l'OTAN, donc l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui était dirigée par les États-Unis. Alors, après la chute de l'effondrement de l'ex-URSS, les pactes de Varsovie avaient carrément vu sa dislocation. Donc, du coup, maintenant, on est resté seulement avec l'OTAN. Alors, l'OTAN actuellement, du coup, a maintenant des monopoles, effectivement, du coup, notamment de pouvoir continuer à noyauter les États qui, à l'époque, dépendaient de l'ex-URSS. Alors, du coup, cette époque-là nous a conduit, effectivement, des 90 jusqu'à 2010, où on a vu les printemps arabes qui a commencé, effectivement, du coup, à déboulonner tous les dictateurs, enfin, les dirigeants puissants des Maghreb, et ce qui est une partie des Moyen-Orient. Et Moscou, maintenant, du coup, fragilisé par l'absence l'absence d'une politique étrangère qui n'était plus basée sur les allégés d'alliance, comme à l'époque de l'ex-URSS, n'ont pas voulu se laisser faire. Et alors, du coup, une fois qu'on a eu l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il a commencé maintenant à repenser cette force de l'ancienne URSS, du coup, la place de la Russie maintenant comme une puissance qui peut aussi compter sur la politique étrangère. D'où maintenant, Jupiter, maintenant, pour moi, les décadences de Jupiter, pour moi, concerne maintenant l'absence d'une réalité des enjeux politiques actuels au niveau des États occidentaux, pardon, notamment dirigés par les États-Unis ainsi que l'OTAN, qui ont laissé effectivement du coup dépasser par certaines questions, et notamment des pays africains et certains des pays émergents. Et du coup, l'ex-URSS dirigé par Moscou, observant effectivement du coup l'effondrement de certains pouvoirs, notamment qui faisaient les boucliers des frontières, notamment de l'ex-URSS, il ne faut pas oublier, et beaucoup des États aujourd'hui qui faisaient partie de l'ex-URSS font partie de l'OTAN. Et notamment, on voit actuellement du coup les conflits qu'on a au niveau de l'Ukraine qui continuent toujours dans cette logique-là. Alors du coup, maintenant, euh, les pouvoirs de Moscou et observant effectivement du coup l'évolution notamment
d'effondrement des Moyen-Orient, notamment des anciens dictateurs avec les printemps arabes, la Chine de Kadhafi avait déjà commencé à susciter des interrogations pour savoir que non, la Libye, qui était parmi des pays un peu plus stables sur le plan notamment économique, bien que les régimes totalitaires en question, bon, ça c'est un débat qu'on abordera dans les prochains livres. Et du coup, Moscou vit la chute de Muammar Kadhafi, et lorsqu'il a vu qu'effectivement, du coup, les mêmes mouvements commençaient à remonter vers la Syrie, en disant que la Syrie, effectivement, du coup, c'est pas très loin de Moscou. Alors, si on laisse effondrer ces régimes-là, du coup, euh, c'était la frontière de l'ex-URSS, donc de Moscou, risquait maintenant, du coup, d'entrer maintenant dans une sorte de déstabilisation. Alors, pour arrêter ça, du coup, ils ont dit, mais pourquoi ne pas aussi maintenant commencer à intervenir, vu aussi les enjeux énergétiques que la Russie a de contrôler cette zone. Du coup, ils ont intervenu militairement pour arrêter cette invasion, effectivement, du coup, de l'État islamique, notamment à l'époque, ainsi que des opposants syriens qui voulaient déboulonner le régime syrien. Donc, étant donné que cet exercice a permis à la Russie de comprendre les enjeux, notamment géopolitiques et sécuritaires, ils ont vu que ça a marché, on a abouti à un succès, notamment via les groupes militaires Wagner, qui est un groupe d'origine russe. Donc, ils se sont dit, bon, et pourquoi pas aussi essayer de revoir notre politique étrangère. Alors, ces deux blocs, maintenant, du coup, entre-temps, on a vu aussi les États, notamment quand je parle des Jupiter, notamment les blocs occidentaux, commencer à appuyer l'opposition syrienne pour faire tomber le pouvoir de Bachar al-Assad. Et du coup, maintenant, sans se rendre compte qu'effectivement, du coup, cet élément des politiques étrangères, du coup, a fait comprendre que fait changer la donne au niveau de l'actualité de ces populations. Donc maintenant, l'ex-URSS maintenant profite maintenant de la décadence et de la perte idéologique des pouvoirs, notamment occidentaux, vers les pays, notamment du Moyen-Orient et les pays d'Afrique. Et ils ont commencé à avoir la sympathie de la population. Et du coup, ils disent pourquoi pas maintenant essayer de mettre en place cette politique maintenant, du coup, des changements des jeux politiques et aussi de la politique étrangère. D'où maintenant cet intérêt maintenant de Moscou de pouvoir mettre plus de moyens pour maintenant avoir une autre voie idéologique pour faire face effectivement du coup au bloc notamment noté par les États-Unis et aussi par l'OTAN. D'où maintenant ces deux pôles se battent pour les intérêts. Tout ça aussi, c'est une question des enjeux aussi, des ressources en fait. Les ressources, c'est fait la recherche de la puissance et de chaque pôle qui permet aujourd'hui à celui qui va avoir plus d'alliés et notamment plus accès aux ressources, d'où maintenant que les meilleurs gagnent. Et du coup, la Russie, maintenant, ayant compris que s'il passait son temps à pouvoir se rapprocher de l'Europe et que du coup, il ne va pas avoir gain de cause, notamment sur la question des pays qui faisaient partie de l'ex-URSS et qui commencent à faire partie de l'OTAN. Et pour lui, sur le plan sécuritaire, voit son existence être menacée de la grande Russie à l'époque, vu par l'exemple des grands et puis tous les dirigeants à l'époque. D'où maintenant cet repositionnement idéologique de vouloir maintenant mettre en place une politique forte, notamment sur la coopération militaire, économique et aussi culturelle. Donc, du coup, ces deux blocs-là font que les blocs que j'appelle la renaissance du tsar concernent effectivement les réveils des pouvoirs de Moscou, qui n'a toujours pas voulu être trop dans la politique étrangère, notamment des pays africains. Et du coup, ils se sont dit, bon, pourquoi pas? On a connu la chute depuis 90. Maintenant, vu qu'on a l'élément, on a l'énergie, on a les gaz, on a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de négocier et de poser notre puissance, et aussi une puissance militaire aussi qu'il ne faut pas négliger. Et voilà, d'où maintenant les jeux d'alliance entre la Russie ainsi que certains États qui se retrouvent un peu délaissés par la politique de l'Union européenne qui mettent l'accent sur des pays, notamment de l'Union européenne. Et voilà, la question du développement des pays africains n'est pas vraiment à la priorité de l'Union européenne, sauf dans le cadre de récupération des matières premières qu'on a vu avec l'histoire coloniale. Mais aujourd'hui, la Russie maintenant avait maintenant positionné son idéologie d'une manière de pouvoir proposer l'élément sécuritaire au niveau de ces États qui ont toujours été négligés et pas du tout considérés comme des États de premier rang par les blocs, et notamment dirigés par, qui j'incarne comme les pouvoirs des Jupiter. D'accord.
Vous analysez les alliances géopolitiques de l'Afrique avec des puissances comme la Russie et la Chine. Comment voyez-vous l'évolution des relations entre l'Afrique subsaharienne et ces puissances dans les prochaines années? Effectivement, du coup, les alliances entre ces deux blocs, reste une question qui est à plusieurs inconnus, dans le sens que l'Afrique, déjà, c'est dit que, bon, effectivement, on a essayé pendant plusieurs années avec l'Europe et avec les États-Unis, il y a eu aucune politique qui encourage effectivement du coup l'installation des régimes ou des institutions fortes, notamment qui est basée sur la démocratie, la liberté des peuples à se disposer d'eux-mêmes et surtout la gestion de leurs propres matières premières. Alors, du coup, maintenant, la Chine et la Russie, ils ont compris effectivement, du coup, maintenant, les erreurs de l'Europe, en fait. L'erreur de l'Europe, effectivement, du coup, voilà, notamment de certains spécialistes européens, c'est de vouloir prendre toujours l'Afrique comme un État qui, est encore qui vit encore la colonisation, en fait. C'est de ne pas comprendre que maintenant, aujourd'hui, pour que l'Afrique puisse être un partenaire fiable, il faut négocier d'État à État et non, du coup, d'État dominant à dominer, en fait. Et du coup, maintenant, cette politique euh, qui a été un peu pendant longtemps décriée par certaines personnes au niveau de l'Afrique, qui s'est dit, bon, la colonisation a eu fin depuis les années 60, mais on vit encore une sorte de néocolonialisme qui continue toujours à maintenir l'état de pauvreté au niveau de l'Afrique. Donc maintenant, la Chine et la Russie se sont dit, bon, écoute, tout ce qu'on aura besoin, tout ce que le monde entier aura besoin en termes de ressources dans les années à venir, on peut les retrouver en Afrique. Là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'ère notamment des nouvelles technologies. Notamment, on a besoin des ressources rares telles que les coltons qu'on trouve en grande quantité, notamment au Congo. Et du coup, toutes ces ressources-là qu'on a besoin pour le développement technologique, on les retrouve en Afrique. D'où maintenant la Russie et la Chine se disent, voilà, pourquoi ne pas aussi proposer des alliances avec ces pays pour que nous puissions avoir effectivement du coup la part des gains pour que nous puissions nous développer. Et ça convient aussi en même temps aussi aux désert africains de ne pas reproduire les pièges du passé, mais les faits de collaborer déjà avec d'autres ou d'envisager la coopération avec d'autres pays autres que l'Union européenne ainsi que les États-Unis permet déjà d'avoir une seconde voie, une seconde façon de voir les choses. Mais cela reste aussi à définir de comment les dirigeants africains vont mettre en place cette collaboration. Est-ce que ça sera dans le cadre des renforcements des capacités? C'est la question qui reste à découvrir. Est-ce que ce sera la question, effectivement, du coup, de renforcer encore des régimes pour qu'on puisse reproduire les schémas? Ça reste à savoir. Mais cette coopération sera très efficace que si ça met en place, effectivement, les développements et l'industrialisation, notamment de l'Afrique et la création d'emplois. Cela permettra, effectivement, du coup, à l'Afrique déjà d'occuper d'abord sa place, notamment des continents aussi qui contient quand même une population assez jeune et un continent d'avenir. D'où maintenant les questions commencent à s'y poser. Même on a vu dernièrement au niveau du Conseil général des Nations Unies, on se pose la question pourquoi aujourd'hui l'Afrique n'a pas droit au droit des veto aussi au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui jusqu'à aujourd'hui est possédé par 5 États. Donc, depuis la création de l'ONU, il n'y a que 5 pays qui possèdent les droits des veto au niveau du Conseil de sécurité. Alors, maintenant, les questions commencent à se poser. Il faut qu'on puisse maintenant revoir cette organisation des Nations Unies qui a la mission, effectivement, du coup, de promouvoir la paix à travers les États. Donc, maintenant, cette question commence à se poser. La réorganisation de ces pouvoirs idéologiques, notamment qui constituent les fondements des États modernes. Donc, il y a plein de questions qui se posent sur la place de l'Afrique. Mais du coup, le déclenchement déjà de la Russie et de la Chine constitue déjà un élément de départ pour faire un peu la pression au niveau de l'Union européenne de revoir l'ère politique, de faire une mise à jour de l'ère logicielle sécuritaire et surtout pour comprendre que aujourd'hui, l'Afrique, on doit les voir comme un continent, un partenaire qui peut contribuer aussi non seulement au développement économique mondial, mais aussi sur le plan sécuritaire aussi. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, la plupart des entreprises européennes, pour son industrialisation, dépend énormément des matières premières qu'on trouve en Afrique. Ça peut être sur le plan notamment des produits agricoles, des matières premières. Donc, effectivement, du coup, il faut qu'on puisse revoir la politique africaine, notamment au niveau du monde, pour que l'Afrique puisse aussi peser dans des décisions mondiales. Mhm.
Votre essai souligne le rôle du franc CFA comme outil de domination économique. Pensez-vous que les récentes initiatives pour abandonner cette monnaie sont réalistes ou réalisables dans le contexte actuel? Oui, effectivement, cette question des francs CFA, c'est une question épineuse Mmh, que beaucoup de spécialistes, voilà, donc du coup, lorsqu'on évoque cette question, donc il est très difficile de ne pas prendre des parties. Donc, c'était la partie la plus difficile du livre quand j'étais en train de faire mes recherches. En fait, du coup, euh, cette question est de savoir aujourd'hui, au niveau des États, notamment qui détiennent les francs CFA, il ne faut pas oublier que les francs CFA étaient imprimés en France, notamment à Chamalières. Et, du coup, si on veut que l'Afrique soit un partenaire avec qui on peut collaborer, est-ce que devons-nous continuer à imprimer et à diriger leur monnaie? Alors, si on dirige leur monnaie, ce qui veut dire que on conditionne effectivement du coup les pouvoirs économiques à collaborer rien qu'avec la France. Du coup, ça ferme effectivement du coup les voies de coopération avec d'autres acteurs, notamment si aujourd'hui les pays qui disposent de la défense CFA veulent aller peut-être faire une coopération culturelle avec la Russie, il faut qu'ils passent par la France. Il faut que la France puisse définir la validité, les conditions des transactions avec les francs CFA. C'est une question qui est très difficile à évoquer, mais je pense qu'il faut qu'on puisse quand même libéraliser cette question, qu'on puisse laisser à l'Afrique d'organiser ces pouvoirs, notamment des transactions, avec d'autres partenaires. Mais avec les récentes initiatives qui ont été prises, c'est déjà intéressant pour moi. Je pense qu'on a commencé à aborder la question, mais sauf que la question qu'on aborde maintenant, ça ne tient pas encore compte des enjeux sur le terrain, sur la population. C'est encore les enjeux encore sur les institutions qu'on a mises en place, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui, en grande partie, consomment un peu les francs CFA. Mais il y a quand même des choses qu'il faut quand même creuser l'abcès et de savoir effectivement, du coup, s'il faut libéraliser cette question monétaire et à qui ça doit profiter et pourquoi aujourd'hui on refuse effectivement, du coup, notamment la France, de laisser cette libéralisation monétaire au niveau de l'Afrique. Parce que la France va peut-être beaucoup à perdre, mais aussi la France aura beaucoup à gagner aussi parce que la France va montrer effectivement du coup, à l'Afrique qu'il a fait il a tourné la page de la colonisation parce qu'il faut savoir que cette France CFA reste quand même une monnaie coloniale. Une monnaie coloniale, donc à l'époque on appelait ça les francs des colonies Afrique en fait. Donc du coup, il faut déjà qu'on puisse déjà mettre fin à cette politique monétaire coloniale et essayer de libéraliser ces pays et les encourager aussi, notamment à avoir leur propre monnaie enfin, ou forme d'échange des transactions monétaires et économiques avec l'Occident. Donc, avec les récentes questions qui ont abordé, notamment, je pense que c'est déjà intéressant qu'on puisse aborder la question, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, la jeunesse africaine qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse africaine qu'on avait à l'époque de la colonisation. Parce qu'à l'époque de la colonisation, on avait la jeunesse africaine qui n'était pas assez cultivée dans les plans, l'accès à l'information. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes Africains qui ont fait des études en Europe et qui comprennent aujourd'hui les enjeux et qui savent négocier. Et aujourd'hui, avec l'accès à l'information sur Internet, ils ont tous accès à la même documentation. Donc, du coup, il faut que notre politique qu'on avait à l'époque de vouloir imposer une monnaie, il faut qu'on puisse y revenir pour dire, écoute, l'année passée, on n'a pas eu un jugement qui soit dans les longs termes, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenant vivre une coopération fiable? Voilà, comme on dit, coopération, c'est du latin, cum operare. Donc, il faut qu'on traite avec les Africains et non leur imposer une politique qui ne répond pas aux besoins actuels. Donc, avec les récentes initiatives qui ont eu lieu, c'est déjà intéressant qu'on puisse créer l'abcès, mais il y a encore du chemin à faire et ça doit passer par beaucoup des concertations, beaucoup de réalisme politique, notamment des États qui produisent effectivement du coup les francs CFA, parce qu'aujourd'hui, on a vu actuellement l'Union des Afriques sahariennes qui ont organisé, il y a les Mali, les Niger et puis les Burkina Faso, ils ont déjà créé leur zone d'échange parce qu'ils veulent maintenant collaborer avec Moscou. Donc, du coup, cette zone-là aussi, au fait, aujourd'hui, ils sont en train de remettre en cause les francs CFA. On a vu aussi actuellement les Sénégal aussi commencer à avoir des réflexions déjà, à avoir déjà des accords avec la France, commence à se poser, à poser de problèmes. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions non résolues et qui tiennent encore, qui ont encore eu, qui continuent toujours à véhiculer l'aspect colonial des coopérations avec ces États.
Il faut qu'on puisse aujourd'hui maintenant revoir la politique, notamment étrangère, notamment de la France et puis ainsi que des autres pays vis-à-vis de l'Afrique. Parce que si on ne met pas à jour ces logiciels-là, ça va profiter toujours à la Chine et à la Russie qui ont compris effectivement du coup que c'est pour ça que je parle de la dépendance des Jupiter. Donc, ils ont compris que les logiciels, notamment de l'Occident, est toujours vers les années 60 en fait. Ils n'ont pas compris que les choses ont évolué. Et d'où maintenant la renaissance du tsar traduit maintenant effectivement du coup la réactivité du coup de ces pays de pouvoir maintenant proposer autre chose, autre mode de coopération. D'où maintenant vous avez vu aujourd'hui nous avons les BRICS. Les BRICS effectivement du coup si on voit les poids financiers des BRICS, effectivement du coup beaucoup de gens commencent à se poser des questions. Est-ce que du coup notre modèle de politique étrangère tient encore les coups? Bonne question, parce que du coup, aujourd'hui, les BRICS commencent vraiment à peser et c'est une coopération qu'il ne faut pas négliger. Donc, si maintenant on ne fait pas encore une mise à jour de notre logiciel, d'abord, quand je dis notre, ça veut dire les États occidentaux. Donc, du coup, s'il ne faut pas leur mise à jour de leur logiciel, ils risquent d'être dépassés et lorsqu'ils vont ouvrir les yeux, ça va être trop tard. Donc, moi, je pense que c'est maintenant que les spécialistes ainsi que les pouvoirs politiques puissent mettre en place, faire une remise en cause, une autopsie très approfondie des alliances ainsi que des coopérations et surtout des accords commerciaux qui aident à dépasser, qui continuent à paupériser encore toujours les pays d'Afrique. Je vous donne un exemple simple. Les pays comme le Sénégal vit en grande majorité de la pêche, notamment dans des grandes villes. Et on a vu les accords signés avec l'Union européenne, notamment la France, sur l'exploitation de la pêche industrielle au Sénégal. Alors, au niveau du Sénégal, il n'y a pas que, il y a aussi le Libéria aussi. Ces pays-là, ils font la pêche artisanale. Alors, si l'Union européenne ramène maintenant, du coup, à cause de la pêche industrielle, ce qui veut dire qu'ils vont venir avoir accès à presque tous les poissons qui, au détriment des pêcheurs sénégalais, qui vont perdre leurs moyens des survies, au fait. Alors, toutes ces populations qui vont perdre l'emploi, qui vivaient de la pêche, ils vont faire quoi? Maintenant, on ouvre la porte à la flux migratoire. Donc, du coup, il y a des accords qu'on doit revoir pour commencer à poser des vraies questions. Pourquoi aujourd'hui, on assiste effectivement, du coup, au rejet de l'Occident vis-à-vis des pays d'Afrique? C'est parce que la politique étrangère qu'on avait menée à l'époque, du coup, de la colonisation, n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, il faut revoir les choses. Il faut maintenant travailler d'égal à égal et mettre en place les vivre ensemble pour que ces États se développent. Parce que si ces États se développent, on va résoudre la question de la crise migratoire. Parce qu'aucune personne aujourd'hui peut fuir avec plaisir son pays d'origine si ce n'est pas pour des raisons économiques ou pour des raisons de sécurité, notamment politiques et sécuritaires. Donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on pose des vraies questions. Et moi, je pense que c'est possible.